Aujourd'hui, le filmographe est consacré à la carrière de Suzanne Heywood. Sur Séance Radio par BNP Paribas. Bonjour à tous, bonjour Antoine Cyr. Aujourd'hui, sur Séance Radio, vous allez nous parler de Suzanne Heywood. Suzanne Heywood, une comédienne qui a accompli une carrière exceptionnelle auprès de réalisateurs très exigeants comme Joseph Mankiewicz, Henry Hathaway, Robert Wise. C'était une rousse d'origine irlandaise et suédoise. Elle n'avait pas un physique classique de jeune première, mais elle s'est imposée grâce à une très forte personnalité et à une farouche volonté de réussir qui la conduisit à accepter et à jouer avec conviction des rôles très difficiles. Chaque instant de la vie de Suzanne Heywood était un combat, et cela depuis son plus jeune âge. À 7 ans, elle avait été renversée par une voiture tandis qu'elle courait après un parachute en papier, accident qui lui avait laissé une jambe légèrement plus courte que l'autre. En grandissant, elle avait appris à transformer en attrait la démarche légèrement chaloupée que lui donnaient les séquelles de cet accident. Son ambition lui valait des relations souvent difficiles avec ses confrères et plus encore avec ses consoeurs. Certaines rencontres de Suzanne Heywood pouvaient être explosives et ce fut le cas de sa rencontre avec Bette Davis, une autre actrice de caractère que n'étouffaient ni la diplomatie ni l'indulgence. Les deux, donc Suzanne Heywood et Bette Davis, furent confrontés en 1962 dans un film d'Édouard Dmytryk au titre français Prédestiné, Rivalité. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, c'est pas le meilleur film de Dmytryk. Et donc Suzanne Heywood y joue le rôle d'une femme victime d'une mère dominatrice et cruelle, interprétée par Bette Davis. Les deux femmes n'avaient que 9 ans de différence, mais Suzanne Heywood paraissait plus jeune que son âge et Bette Davis, pour sa part, savait très bien se vieillir. Le tournage ne fut qu'une guerre larvée entre ces deux actrices. Bette Davis essayait tout le temps de faire évoluer le script à son avantage, mais Suzanne Heywood restait inflexible et elle se retranchait derrière une clause de son contrat qui l'autorisait à refuser tout changement ne figurant pas dans le scénario initial. Drôle de duo. Autre illustration du tempérament de Suzanne Heywood, son désir obsessionnel de remporter un Oscar, pour lequel elle obtint 5 nominations à partir des années 40, avant d'être finalement récompensée en 1958 pour sa formidable composition dans un rôle tragique de condamné à mort dans Je veux vivre de Robert Wise. En apprenant la nouvelle de son succès, le producteur du film, et d'ailleurs de la plupart des films de Suzanne Heywood, Walter Wanger, s'exclama « Dieu soit loué, nous allons enfin pouvoir décompresser. Suzy vient enfin d'avoir ce après quoi elle courait depuis 20 ans. » Thank you very much, ladies and gentlemen. And thank you, ladies and gentlemen of the Academy, for making me so very, very happy tonight. And my special thanks to Mr. Walter Wanger, who made this possible. I thank you. Les remerciements de Suzanne Heywood pour cet Oscar qu'elle a reçu le 6 avril 1959. Mais n'anticipons pas l'histoire que nous raconte aujourd'hui Antoine Cyr. C'est l'histoire de Suzanne Heywood et elle commence en 1917. Issue des quartiers ouvriers de Brooklyn, celle qui s'appelait à l'origine Edith Mariner était la cadette de 3 enfants. Elle passa son enfance pauvrement, rêvant d'un destin plus glorieux et jalousant un peu sa sœur Florence, qui dansait bien et que sa mère poussa sans succès à faire carrière dans le show business. Après des études dans une école commerciale pour jeunes filles, elle se choisit comme idole Barbara Stanwyck, qui était alors une immense vedette et qui était originaire comme elle des quartiers ouvriers de Brooklyn. Elle va essayer de copier la façon de marcher et de parler de Barbara Stanwyck, qui a su un peu chasser ses accents populaires, et après quelques cours d'art dramatique, elle se lance dans le mannequinat avec succès, aidée par sa magnifique chevelure rousse. En 1936, elle est la vedette d'un sujet sur les mannequins qui va être proposé dans les salles de cinéma, vous savez, par les actualités Vitaphone, qui étaient un peu l'équivalent des actualités pâtées. Et puis, il va y avoir aussi un grand article dans le Saturday Evening Post. Ces reportages la conduisent dans le bureau de David O. Selznick et en présence de Georges Cukor. Les deux venaient de lancer une vaste opération de casting en vue de ce qui allait être l'un des plus grands films de l'histoire du cinéma, Autant en emporte le vent. Contrairement à la légende, Suzanne Heywood ne fut pas auditionnée pour le rôle de Scarlett O'Hara, même si elle avait une chevelure écarlate, mais pour un autre rôle. Elle ne fut de toute façon pas retenue,
mais elle fut quand même assez convaincante pour que Cukor la recommande à un jeune agent efficace qui s'appelait Ben Medford. Avec son aide, elle va décrocher son premier contrat à la Warner. C'est la Warner qui lui donne le pseudonyme de Susan Hayward, mais le seul film où elle eut là-bas un rôle significatif fut Girl on Probation de William McGann, un petit film dans lequel Ronald Reagan tenait le premier rôle. Ensuite, elle va être recrutée par la Paramount, qui recherchait activement de nouvelles vedettes féminines depuis que ces deux stars, Marlène Dietrich et Mae West, avaient été déclarées poison du box-office par Harry Brandt, le patron de l'association des salles indépendantes. Et alors, dès son arrivée à la Paramount, elle va tourner un très très grand film, vraiment un grand classique, enfin c'est devenu un grand classique, Beau geste, de William Wellman. C'est un film sur la Légion étrangère où elle se trouve aux côtés de Gary Cooper et Remy Land, qui sont quand même les vraies vedettes du film. Elle est ensuite prêtée à la Columbia pour La famille Stoddard en 1941, un film de Gregory Ratoff, qu'on voit aussi parfois comme acteur et qu'on surnommait The Mad Russian. Et dans ce film, elle joue son premier rôle vraiment important, celui de la belle-fille vicieuse et manipulatrice d'un chef de famille qui a été ruiné par le krach boursier. Elle se montre très convaincante face à Ingrid Bergman, qui était alors le grand espoir d'Hollywood et qui jouait ici le rôle d'une gentille gouvernante française. La famille Stoddard, donc. La famille Stoddard, un film à voir, à découvrir, et c'était pour Ingrid Bergman son deuxième film américain après Intermezzo, qui était le remake d'un film qu'elle avait tourné chez elle là-haut et qui était déjà dirigé par Gregory Ratoff, l'étonnant Ratoff. Susan Hayward va obtenir ensuite quelques seconds rôles intéressants, notamment dans là aussi c'est devenu un grand classique, les Naufrageurs des mers du Sud de Cécile B. 2000 en 1942, avec en vedette John Wayne et Paulette Goddard, et puis dans Ma femme est une sorcière, une comédie de René Clair. Bien entendu, c'est un peu le film qui a initié le thème repris ensuite dans Ma sorcière bien-aimée, donc c'est un film pour lequel il faut avoir beaucoup de tendresse. Susan Hayward y partage l'affiche avec Veronica Lake, qui était une des plus grandes vedettes d'Hollywood au début des années 40. Veronica Lake interprète la sorcière, c'est elle. Elle a jeté un sort sur les hommes d'une famille de Nouvelle-Angleterre, les condamnant génération après génération à être malheureux en amour. La rousse Susan Hayward est particulièrement drôle dans le rôle d'une jeune femme dont le mariage est empêché par les manigances de la sorcière. Bon, mais à l'époque, le public n'a justement Dieu que pour elle, la sorcière, la blonde Veronica Lake, et sa célèbre coiffure cachant un œil que toutes les jeunes filles de l'époque cherchaient à imiter. Quelques notes du générique de Ma femme est une sorcière, le film de René Clair. La musique est signée Roy Webb. On retrouve Antoine Cyr, le filmographe de Séance Radio. Aujourd'hui, il nous raconte la vie et la carrière de Susan Hayward. Susan Hayward, qui n'est pas satisfaite d'être cantonnée dans des seconds rôles à la Paramount, ou pire, prêtée à des compagnies de seconde zone comme Republic Pictures, alors considérée comme un mouroir pour la carrière des acteurs. C'est pourtant chez Republic Pictures qu'elle va jouer en vedette dans Change of Heart, hit parade de 1943 en français. En fait, c'est aussi un titre alternatif pour le film en anglais. C'est un film musical très réussi de Albert S. Rogel avec l'orchestre de Count Basie. Et donc, Susan Hayward interprète une compositrice de chansons dont l'œuvre est volée par un éditeur interprété par John Carroll. Elle se montre assez à son aise dans ce film, même si elle est doublée pour les chansons. C'est d'ailleurs une chose qui ne fut pas rendue publique à l'époque, et on a complètement perdu la trace de la personne qui l'avait doublée. On ne sait pas qui c'est. Anonyme. Pendant le tournage, Susan Hayward tomba amoureuse de son partenaire John Carroll et eut une idylle avec lui. Et alors là, il va se passer un truc incroyable. Elle se rend dans une bijouterie, elle commande la bague la plus chère et elle annonce que son fiancé, donc en principe John Carroll, allait venir la payer lui-même. Alors le dit fiancé entra dans une colère noire en apprenant la chose et disparut de la vie de Susan Hayward, qui paya la bague elle-même et fut obligée de la présenter à ses amis comme un cadeau de sa maman. On peut le comprendre, le fiancé, le dit fiancé. Ah oui, mais Susan Hayward, c'était un ouragan. Malgré cet épisode tragicomique, Change of Heart est le film qui convainquit Susan Hayward qu'elle pouvait devenir une vedette.
et donc elle ne renouvela pas son contrat avec la Paramount et signa avec le producteur indépendant Walter Wenger en 1946. Elle va devenir l'une des rares actrices d'Hollywood à tourner indifféremment avec tous les studios d'Hollywood, grands et petits. Parmi les premiers grands films produits par Walter Wenger avec Susan Hayward, il faut signaler Le Passage du Canyon en 1946, un excellent western réalisé par le Français d'Amérique Jacques Tourneur. C'est l'histoire d'un aventurier qui est interprété par Dana Andrews et qui accepte de conduire de Portland à Jacksonville la fiancée d'un de ses amis, jouée par Susan Hayward, et après moult péripéties dont une attaque d'Indiens, les deux personnages pourront donner libre cours à la passion secrète qui est née entre eux pendant ce voyage. C'est un film à l'ambiance mystérieuse et il est connu, figurez-vous, pour être l'un des préférés de Martin Scorsese. Et c'est aussi le premier film en couleur et le premier western de ce Jack Tourneur, qui s'est pas très bien entendu, dit-on, ni avec Walter Wenger, ni avec Susan Hayward, qui aurait, paraît-il, avoir davantage de gros plans dans le film. Entre 1946 et 1949, Susan Hayward joue surtout dans des films mineurs, parmi lesquels il faut quand même remarquer 2 films de Stuart Eisler, Une vie perdue en 1947, qui lui vaut sa première nomination à l'Oscar, puis Tulsa en 1949, où elle interprète une jeune femme qui défie un magnat du pétrole et crée sa propre compagnie. C'est un assez mauvais film, honnêtement, mais il est quand même célèbre pour un incendie absolument pharaonique, si je puis dire, de puits de pétrole qui en constitue le morceau de bravoure. Et d'ailleurs, il recevra une nomination à l'Oscar pour les meilleurs effets spéciaux. En 1949, Susan Hayward joue également dans La Maison des étrangers de Mankiewicz avec Richard Comte et Edward G. Robinson, qui met en scène les conflits familiaux dans un clan d'affairistes d'origine italienne. Alors ça, c'est un très très bon film qui va être une réussite, mais le rôle relativement mineur que joue Susan Hayward dans cette histoire d'homme n'est toujours pas celui qu'elle attend pour accéder au statut de star. Et ce sont les années 50 qui seront sa grande période. Avec la Fox de Daryl F. Zanuck, elle va s'illustrer principalement dans 3 genres cinématographiques. Les westerns, où son physique d'Irlandaise volontaire l'aide à incarner parfaitement les pionnières de l'Ouest. Les mélodrames, où sa capacité à exprimer des passions violentes fait merveille. Et puis enfin les péplums, un genre pour lequel, alors là, ses prédispositions sont franchement beaucoup plus difficiles à cerner. Les péplums, justement, c'est Henry King qui va lui donner son premier rôle dans un grand péplum. C'est aussi d'ailleurs un des meilleurs films de Henry King, c'est David et Bethsabée en 1951, où Susan Hayward partage l'affiche avec Gregory Peck. Et la musique qu'on entend actuellement est signée Alfred Newman. C'est un film qui est tiré de l'épisode biblique dans lequel il est fait mention de David, roi d'Israël, vainqueur du géant Goliath, qui, depuis le toit de sa maison, avait aperçu une certaine Bethsabée prenant son bain et qui noua avec elle une liaison qui déplut à Dieu. Zanuck avait acquis les droits d'une pièce sur ce thème, signée du dramaturge Jacques Deval, mais il fit entièrement réécrire l'histoire par le prolifique scénariste Philippe Dune, qui ajouta quantité de péripéties captivantes, mais tout à fait absentes des sources bibliques. David et Bethsabée se livrent à de criminelles manigances pour couvrir leur liaison adultère, et pourtant, le film se termine bien grâce à l'habileté du scénariste, aux prières de David et à la miséricorde de Dieu. Il fut envisagé un temps de tourner le film au Moyen-Orient, mais Susan Hayward exigeait d'être toujours en mesure de voir ses enfants, qui étaient élevés en Californie, et Zanuck accepta finalement de faire reconstruire Jérusalem en studio. Autre anecdote, la célèbre scène du bain, donc, puisque c'est en voyant Susan Hayward émerger de son bain que David, alias Gregory Peck, tombe amoureux d'elle. Donc cette scène du bain fut tournée dans un espace d'accès strictement restreint, protégé par un rideau opaque. David et Bethsabée, franchement, c'est un bon film, et c'est un film suffisamment bien mené pour que les spectateurs en oublient de se demander quel caprice du destin a conduit cette Irlandaise à la chevelure rousse et au nez retroussé à devenir une baigneuse orientale. Et on dit que Zanuck a choisi Gregory Peck pour son visage biblique. Allons bon. On retrouve Susan Hayward dans Les Gladiateurs en 1953, un autre péplum d'anthologie, encore scénarisé par Philippe Dune et réalisé par Delmer Daves, plus connu pour ses westerns. Et dont la musique est signée Frank Waxman.
Ce film se déroule dans les années qui ont suivi la crucifixion de Jésus et se présente d'ailleurs comme une suite de La Tunique de Henri Koster, le premier film tourné en cinémascope, dont l'un des principaux personnages était déjà l'esclave Démétrius, interprété par Victor Mature. Dans Les Gladiateurs, Susan Hayward incarne Messaline, la volage et perverse épouse du sénateur Claude. Elle décide d'obliger Démétrius à combattre pour le plaisir de voir dans l'arène ce bel esclave qui lui inspire un trouble désir et dont elle veut faire sa chose. Elle joue son rôle avec un entrain jubilatoire à une période de sa carrière où il est plutôt rare qu'elle joue des personnages antipathiques. Pour éviter de trop bousculer du coup les aventures des spectateurs, Philippe Dune a décidé qu'après l'assassinat de Caligula et l'accession de Claude au trône impérial, Messaline d'un seul coup s'amende et là devient une épouse fidèle et dévouée à son peuple. Alors ça c'est une pure invention de Philippe Dune, parce que aucun des témoignages qui nous sont parvenus sur Messaline, notamment par Tacite et par Suétone, ne font état de l'existence chez elle de la plus petite once de vertu, même tardive. Et alors Delmerdev n'aimait pas du tout son film, qui a eu pourtant beaucoup de succès. Il prétendait qu'il n'avait été produit que pour réutiliser et rentabiliser les costumes et les décors de La Tunique, justement. Et c'est vrai que 2 scènes ont été reprises de La Tunique, le film, la crucifixion et la condamnation de Richard Burton et de Gene Simmons. Moment tragique. S'il en fut. Le troisième film, qui s'apparente à un péplum, mais on peut aussi parler de western de la steppe, c'est Le Conquérant, un film de Dick Powell sorti en 1956 et produit par Howard Hughes. Son avant-dernière production sur une musique de Victor Young. Ce film raconte la vie de Gengis Khan, qui est interprété par John Wayne, pourquoi pas, tandis que Susan Hayward joue la princesse Tartare Bortaï. Alors là, par contre, en évoquant le tournage du Conquérant, elle dira que chaque scène se terminait en fou rire, rien qu'en essayant d'imaginer comment un de ses ancêtres irlandais avait bien pu s'y prendre pour venir enfanter une princesse rousse en plein désert de Chine. Mais il y a d'autres circonstances qui sont bien moins réjouissantes et qui sont associées au tournage du Conquérant, qui eut lieu à Saint-Georges dans l'Utah, non loin de l'État du Nevada. Or, c'est dans le Nevada qu'avait eu lieu le 19 mai 1953 une expérience nucléaire donnant naissance à un épouvantable nuage radioactif qui serait bien des années plus tard nommé Dirty Harry. Et donc Dirty Harry, ce nuage, fut poussé par les vents vers le désert de l'Utah et le tournage du Conquérant eut lieu dans des sables radioactifs. Et dans les années qui suivirent, 90 membres de l'équipe du film furent atteints de cancer, parmi lesquels Susan Hayward, John Wayne et Dick Powell eux-mêmes. Et d'ailleurs, la RKO Radio Pictures, le studio qui produisait le film, avait été surnommé la RKO Radioactivity Pictures. Eh bien... Vous écoutez le Filmographe sur Séance Radio et aujourd'hui, Antoine Cyr raconte Susan Hayward et Susan Hayward participa à de nombreux westerns. Oui, et dans ce domaine, il faut d'abord citer 2 grands classiques de Henry Hathaway, L'attaque de la Malle-Poste en 51 au joli titre anglais de Rawhide et Le Jardin du Diable en 54. Sur une musique de Saul Kaplan. L'attaque de la Malle-Poste, c'est un film très épuré, en noir et blanc, où Susan Hayward arrive dans un relais de diligence perdu dans les montagnes de l'Arizona, au moment même où ce relais est envahi par une bande de malfaiteurs qui préparent l'attaque d'un prochain convoi. Là, Susan Hayward va feindre d'être la femme du gardien du relais, qui est interprété par Tyrone Power, et ils vont réussir à triompher des bandits en se coordonnant parfaitement alors qu'ils ne se connaissent à ce moment-là absolument pas. Pour la petite histoire, vous avez évoqué le titre original de ce film, Rawhide, qui est aussi le titre de la fameuse série télévisée dans laquelle Clint Eastwood fit ses débuts. Et c'est ainsi que pour éviter la confusion, le film d'Hathaway a été rebaptisé Desperate Siege lors de ses premiers passages à la télévision dans les années 60.
Le Jardin du Diable, donc autre western avec Susan Hayward, c'est une grosse production, cette fois-ci très réussie, en Technicolor, où Susan Hayward interprète une jeune femme qui vient demander à un groupe d'aventuriers de l'aider à secourir son mari, piégé dans une mine d'or. Parmi ces aventuriers, il y a Richard Widmark et il y a surtout Gary Cooper, dans les bras de qui Susan Hayward va finir le film après que son mari soit passé de vie à trépas et que Richard Widmark, le brave Richard Widmark, se soit sacrifié pour retenir une horde d'Indiens lancés à leur poursuite. Et Susan Hayward dans ce film retrouvait Gary Cooper 15 ans après Beau Geste. Mais Susan Hayward et le western, c'est aussi Les Indomptables, The Lusty Men, un grand film de Nicolas Ray et Robert Parrish, où elle interprète le rôle d'une femme qui est aimée par deux hommes, mais qui est concurrencée auprès de l'un et de l'autre par leur passion commune, le rodéo. Et l'un c'est Robert Mitchum, l'autre c'est Arthur Kennedy, et le scénario, qui avait été adapté d'un article de Life Magazine, était écrit notamment par Horace McCoy, l'auteur de On achève bien les chevaux, déjà écrit mais pas encore adapté au cinéma. Si tous ces westerns sont aujourd'hui de grands classiques très connus, c'est à l'époque par ses rôles dans les mélodrames que Susan Hayward va obtenir les succès les plus impressionnants. Il faut d'abord mentionner Les Neiges du Kilimandjaro, un film de Henry King en 1952, d'après une nouvelle d'Hemingway. Elle y joue un rôle particulièrement exigeant puisqu'elle interprète la dernière femme d'un aventurier, en l'occurrence Gregory Peck, qui a eu précédemment dans sa vie la somptueuse Ava Gardner et la très belle Hildegard Neff. Mais la qualité du jeu de Susan Hayward lui permet d'être particulièrement crédible en épouse, peut-être un petit peu moins rayonnante, mais certainement plus attentive aux états d'âme de son homme que les beautés qui l'ont précédée. On comprend. À partir de ce film, Susan Hayward est couverte d'éloges pour des rôles difficiles. Elle va jouer par exemple la femme dépressive du président Andrew Jackson dans Le Général Invincible de Henry Levin, The President's Lady en 1953. Et puis son interprétation de l'actrice alcoolique Lillian Roth dans Une femme en enfer, I'll Cry Tomorrow, 1955, de Daniel Mann, avec Richard Comte, lui vaut le prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes en 1956. Peu de temps avant le tournage de Une femme en enfer, Susan Hayward avait traversé un enfer personnel qui l'avait conduit jusqu'à une tentative de suicide. En 1944, elle avait épousé l'acteur Jess Barker, dont elle avait eu 2 jumeaux. Ce qui restera son titre de gloire, parce que sa carrière est assez modeste. On l'aperçoit un petit peu dans La Rue Rouge de Fritz Lang, le remake de La Chienne. Et puis un peu plus tard encore dans Les Bérets Verts, aux côtés de John Wayne. Mais enfin, on ne peut pas dire que ce soit un grand comédien qui ait marqué beaucoup l'histoire du cinématographe. En tout cas, sa liaison, donc celle de Jess Barker avec Susan Hayward, est rapidement devenue très tumultueuse et au début des années 50, ils vivaient déjà séparés. Susan Hayward avait la garde des jumeaux et espérait pouvoir les emmener avec elle sur les tournages, mais ce fut pas toujours possible. C'est ainsi qu'en 1954, un juge lui interdit d'emmener ses enfants à Hong Kong pour le tournage de Soldier of Fortune, le rendez-vous de Hong Kong, un film de Dmytryk avec Clark Gable qui raconte l'aventure d'une femme qui tente de faire évader son mari emprisonné en Chine communiste. Du coup, toute l'équipe du film, y compris Clark Gable, se rendit en Orient, mais l'intégralité des scènes de Susan Hayward fut tournée en studio à Hollywood avec différents trucages pour lui permettre de se retrouver au milieu de Hong Kong où elle n'était pas. À la même période, elle divorçait de Jess Barker, tandis que l'idylle qu'elle avait nouée avec le célèbre milliardaire Howard Hughes tournait court, ce qui la précipitait dans la dépression. Et alors là, en avril 1955, elle va avaler un mélange d'alcool et de somnifères avec l'intention de mettre fin à ses jours, mais je sais qu'il y a une sorte d'instinct. Quelques instants avant d'être gagnée par le sommeil, elle va téléphoner à sa mère pour lui dire que malgré leurs différends, elle a pris des dispositions pour qu'une pension lui soit versée. Alors là, quand même, la mère, malgré les différends aussi, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va se dépêcher de prévenir la police. Et donc, Susan Hayward put être sauvée de justesse. À l'époque, les médias, d'ailleurs, ne parlèrent pas de suicide et firent état d'un simple empoisonnement. Déjà, le storytelling, oui, on raconte les choses. Ouais. C'est donc une femme habitée par la souffrance qui va jouer le rôle particulièrement mélodramatique de Barbara Graham dans Je veux vivre de Robert Wise. C'est un film pour lequel elle va obtenir l'Oscar de la meilleure actrice 1958.
Je veux vivre, c'est l'histoire vraie d'une femme qui va mener un combat farouche pour essayer de rester en vie, alors qu'en Californie, des complices l'accusent d'avoir été l'auteur principal d'un meurtre auquel elle s'est probablement contentée d'assister. C'est un chef-d'œuvre, magnifiquement filmé, mais d'une noirceur totale, dans lequel Susan Hayward parvient avec un immense talent à nous faire partager sa cause et espérer avec elle jusqu'au dernier moment que l'implacable machine judiciaire laissera un espace au doute et à la clémence, lui permettant d'échapper au terrible supplice de la chambre à gaz qui lui est promis. Je veux vivre est tiré de documents d'époque et plus particulièrement d'articles d'Ed Montgomery, un journaliste qui avait commencé par croire Barbara Graham coupable et qui avait fini par prendre fait et cause pour elle. Si ce film a vu le jour, c'est aussi parce que Walter Wenger, le producteur attitré de Susan Hayward, avait en 1952 purgé plusieurs mois de prison après avoir tiré, heureusement sans le tuer, sur l'agent de son épouse John Bennett qu'il soupçonnait d'être son amant. Cette expérience avait inspiré à Wenger une véritable fascination pour le système pénal californien et il avait passé la totalité de sa captivité à se documenter sur ce thème. Et c'est Albert Camus qui venait de faire paraître un essai intitulé « Réflexions sur la peine de mort » avec Arthur Koestler, qui a supervisé la version française de ce film. Et la très belle et très jazzy musique de ce film est interprétée entre autres par Jerry Mulligan. Le saxophoniste Jerry Mulligan, durant les premières minutes de « Je veux vivre » de Robert Weiss. Vous écoutez Séance Radio et c'est le filmographe avec Antoine Cyr. Nous sommes toujours en compagnie de Susan Hayward. Après avoir tourné Je veux vivre avec Robert Wise, Susan Hayward tourne à nouveau pour Henry Hathaway dans La ferme des hommes brûlés, Woman Obsessed, un bon film dans lequel elle joue une jeune veuve qui voudrait refaire sa vie avec un homme qui ne s'entend pas avec son fils. Mais dans les années 50, Susan Hayward aura quand même participé à quelques films plus légers, et notamment des films musicaux, comme Un refrain dans mon cœur de Walter Lang en 1952, dans lequel elle joue le rôle de la grande chanteuse Jane Froman, par qui elle est doublée pour tous les morceaux chantés. La preuve. Oh, beautiful for spacious skies, for amber waves of grey, for purple mountain majesties, above the fruited plain. America, God shed His grace on thee. Un petit extrait de Un refrain dans mon cœur, Susan Hayward, doublée donc par Jane Froman. Dans les années 60, Susan Hayward continue à beaucoup tourner, mais elle n'est plus sollicitée pour des productions de la même envergure. En 1964, elle tourne dans Rivalité, un des derniers films de Dmytryk, tout à fait oublié, malgré une distribution brillante dans laquelle on trouve notamment aux côtés de Susan Hayward, Bette Davis, ainsi que Mike Connors, future vedette de la série Mannix. Tout juste 3 ans plus tard.
Susan Hayward, elle est encore très avenante dans ce film et elle joue le rôle d'une femme soumise à l'influence d'une mère dominatrice interprétée par Bette Davis. Elle ne se libérera de cette influence que pour basculer dans le suicide. Et alors il faut savoir que l'intrigue de ce film tourne autour du meurtre de son amant violent par sa fille de 15 ans et c'est une histoire qui n'est pas sans rappeler un fait divers réel, la mort du mafioso Johnny Stompanato, poignardé en 1958 par la fille de Lana Turner. Les 2 derniers films remarquables de Susan Hayward sortiront en 67. Tout d'abord Guêpier pour 3 abeilles, un film de Mankiewicz, mais pas le plus réussi. Selon une mécanique qui est inspirée par la pièce classique Volpone, un homme très riche qui est interprété par Rex Harrison essaye de faire croire à 3 anciennes maîtresses, dont Susan Hayward, qu'il est mourant, et laisse chacune d'elles imaginer qu'il va lui léguer sa fortune. En 67, toujours, Susan Hayward joue un rôle secondaire dans La Vallée des Poupées, un film de Mark Robson, dont la vedette est Sharon Tate, la première femme de Roman Polanski, qui va mourir sauvagement assassinée par le psychopathe Charles Manson en 1969. C'est un des crimes les plus célèbres et, il faut bien le dire, les plus dramatiques de l'histoire de l'Amérique. En 1957, Susan Hayward s'est remariée avec l'homme d'affaires Eaton Chokley, mais celui-ci meurt en 1966 et dès le début des années 70, elle souffre de fréquents malaises et bientôt les médecins vont diagnostiquer une tumeur au cerveau. Susan Hayward s'éteindra en 1975 à l'âge de 57 ans, un an après une ultime et courageuse apparition publique à la cérémonie des Oscars, montant sur scène au bras de Charlton Heston. La cérémonie était introduite par David Niven qui annonce Susan Hayward et là on la voit monter au bras de Charlton Heston alors qu'elle était très affaiblie. Cette soirée fut le dernier combat d'une femme dont le courage était le premier atout et qui a pu se hisser grâce à son énergie indomptable parmi les actrices les plus respectées de l'âge d'or d'Hollywood. Merci Antoine. Le filmographe vous a été présenté par Antoine Cyr et Laurent Bourdon sur Séance Radio par BNP Paribas.